Yo, fine. What is it all about? Is it good or is it... Au départ, selon cette théorie, on était des poissons. On barbotait tous dans la flotte. Ok, d'entrée de jeu, on va pas se mentir, la théorie de l'évolution, elle est assez difficile à comprendre dans toutes ses nuances. Notamment parce qu'on est abreuvé d'informations erronées ou incomplètes, et qu'en plus de ça, on est habitué à raisonner dans un certain cadre historique et culturel. Et notre cerveau, quand il doit raisonner avec des informations limitées, il se débrouille pour qu'on comprenne quelque chose, mais ce qu'on comprend n'est pas forcément ce qu'il fallait comprendre. Quand on parle d'évolution, la plupart des gens se font ce genre de représentation. Elles sont plutôt cool, mais dans les deux cas, c'est le même genre de problème. Le premier problème, c'est qu'on a l'impression que l'évolution se fait de manière linéaire, en ligne droite. Comme si chaque espèce n'était là que pour permettre l'apparition de la suivante. Le second problème, c'est un problème de finalité. Comme si l'évolution partait d'un point A, en ayant dans l'idée d'atteindre un point B. Et en plus de ça, ce point B serait le terminus, là où l'évolution s'arrête, car on a atteint le but. Le troisième problème, c'est plus un problème de vocabulaire. Parce qu'en français, quand on parle d'évolution, on associe très facilement ce terme à des notions telles que l'amélioration ou le progrès, ce qui conduit à une forme de hiérarchisation. On se retrouve avec les espèces dites les moins évoluées au point A et les espèces dites les plus évoluées au point B. On comprend bien qu'avec de mauvaises représentations, on a des raisonnements foireux, et ça conduit à des affirmations tout aussi fausses. Du genre, l'homme descend du singe, l'homme est l'espèce la plus évoluée sur Terre. J'entends même parfois dire que l'homme n'est pas un animal. Avant de se lancer dans les explications, il faut déjà se poser une question. Mais qu'est-ce que c'est l'évolution? L'évolution en biologie, c'est le fait que des organismes vivants se modifient au cours du temps, au fur et à mesure des générations. Si on se cantonne à l'Europe, à l'époque de la Grèce antique, le modèle de pensée majoritaire, c'était le fixisme. C'était le modèle de prédilection d'Aristote. Le fixisme, c'est pas compliqué. On est ici dans un monde figé, on ne constate pas l'évolution. Les organismes vivants ne se modifient pas au cours du temps. Autrement dit, au début, il y a toujours eu des chats, il y a des chats, il y aura toujours des chats. Ce fixisme, il va prendre différentes formes, différentes variantes, et notamment le créationnisme. Le créationnisme, c'est du fixisme plus Dieu. Autrement dit, au début, il y a toujours eu des chats, il y a des chats, il y aura toujours des chats, et c'est Dieu qui les a créés. Il faut être croyant pour être créationniste, mais on peut être croyant et ne pas être créationniste. D'ailleurs, il y a beaucoup de grands penseurs qui étaient tous croyants, qui sont venus par assauts successifs critiquer le créationnisme. Ils ont pris plus ou moins cher d'ailleurs. Ce courant de pensée était très largement majoritaire, comme on vient de voir, on n'avait pas trop le droit de le contredire, et en plus de ça, il a duré extrêmement longtemps. On en subit encore, en quelque sorte, les conséquences aujourd'hui, dans notre manière d'appréhender les choses. L'histoire se poursuit et nous conduit fin du 18e, début du 19e. Deux faits très importants. Le premier, c'est qu'on va petit à petit se rendre compte que l'évolution est un fait. Comment on sait ça? On avait des indices grâce à la paléontologie. On remarquait très bien que certaines espèces disparues fossilisées avaient de très fortes ressemblances avec des espèces actuelles. On pouvait donc imaginer une sorte de connexion entre les deux. Deuxième indice, c'est la sélection artificielle. On savait très bien à l'époque que les éleveurs ou les agriculteurs étaient capables de sélectionner dans le vivant des caractères qui les intéressaient tout particulièrement. C'est pas pour rien qu'on a des chiens. Deuxième fait marquant, la science prend son envol. Elle s'autonomise vis-à-vis de la société. C'est-à-dire qu'elle prend le parti d'expliquer les phénomènes naturels qu'elle observe qu'à partir d'arguments naturels. Il n'est plus permis dans les théories d'injecter des arguments sur ou extra-naturels. Donc la politique ou Dieu ne fait plus partie de la science. Ce qui ne signifie pas que la science est contre Dieu ou la politique. Elle devient non intentionnelle. Voilà, on est prêt, on a tous les ingrédients. On a l'évolution, qui est un fait, qu'il faut expliquer. Et on a une science moderne. Le premier qui tente sa chance, c'est Jean-Baptiste Lamarck, avec sa théorie du transformisme. Alors Lamarck, très grossièrement, ce qu'il dit, c'est que les organismes vivants produisent des efforts pour s'adapter à leur environnement. Typiquement, son exemple de la girafe, elle veut manger les feuilles les plus hautes dans les arbres, elle va produire des efforts sur son cou, elle va étirer son cou, elle va faire grandir son cou, et quand elle va avoir des petits, les petits vont profiter du produit des efforts de ses parents et vont naître avec un cou plus grand. Alors pas de suspense, cette théorie, elle ne marche pas, elle a été invalidée par l'expérience, donc poubelle. Vient ensuite celui que vous connaissez tous, le boss, le patron, Charles Darwin. Ce qu'il faut bien comprendre quand même chez Darwin, c'est qu'il n'a pas eu un coup de génie instantané. Ça a pris du temps, et sa manière de fonctionner, ça a été de prendre les faits, faire des constats, des observations, et à partir de ça, élaborer une théorie cohérente.
Pour bien comprendre le raisonnement de Darwin, on va essayer de se mettre en situation. On va créer une population fictive qu'on va appeler les boules. Et on va les mettre dans un environnement qui sera pour l'instant juste l'écran. Premier constat de Darwin, les espèces ont toute la capacité à pulluler. Dans un environnement sans contrainte, une espèce va voir sa démographie exploser. Deuxième constat, le vivant n'est pas stable. À chaque génération, on voit l'apparition de nouvelles variations. Pas besoin d'être généticien pour observer ça, vous voyez bien que vous n'êtes pas les clones de vos parents. Vous n'êtes pas identique à vos parents. Il y a des variations qui apparaissent. Ce que sait aussi Darwin, c'est que malgré la capacité des espèces à pulluler, c'est pas ce qu'on observe dans la nature. Dans un milieu équilibré, l'environnement propose toujours des contraintes. Et c'est ces contraintes qui limitent le pouvoir de surpeuplement des espèces. Donc, dans notre petit modèle, on va rajouter une contrainte. Ce sera l'effet prédateur, on va l'appeler le mange-boule. Donc si on applique les contraintes de l'environnement sur notre population, le milieu étant noir, ce sont les individus les plus clairs, donc plus facilement repérables par le mange-boule, qui vont disparaître en majorité. À cet instant, et dans cet environnement donné, la variation claire est désavantageuse vis-à-vis de la variation sombre. Les individus sombres sont ceux qui survivent, ce sont donc eux qui produisent la génération suivante. Darwin sait, via la sélection artificielle, que certaines variations sont potentiellement transmissibles à la génération suivante. Donc si le caractère sombre est héritable, alors on va voir sa fréquence augmenter dans la population à la génération suivante. Alors ce petit modèle, il est très, voire trop simple, mais on comprend assez bien les mécanismes de la sélection naturelle. On comprend comment la population a évolué. Et là, on voit bien la différence entre Lamarck et Darwin. Pour rappel, Lamarck pense que les individus œuvrent pour s'adapter à leur environnement. Pour Darwin, c'est pas du tout la même chose. On voit bien que ce sont les organismes, les individus qui proposent au hasard des variations, et en quelque sorte, l'environnement dispose. Si on voulait traduire la sélection naturelle en une phrase, on pourrait dire que c'est la propension qu'ont certains individus à laisser plus de descendance que d'autres. À partir de là, on peut s'amuser. On peut essayer d'élaborer des stratégies qui permettraient justement de laisser plus de descendance qu'un autre. Se confondre avec le milieu, c'est un bon moyen de ne pas se faire manger. Mais se confondre avec le milieu, c'est aussi un bon moyen pour attraper à manger. Est-ce que cette stratégie existe dans la nature ? Une autre stratégie pourrait consister à être le plus séduisant possible. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Est-ce que ça existe dans la nature ? Être plus séduisant qu'un autre, c'est s'accaparer les ressources sexuelles, c'est s'accaparer les partenaires sexuels, et c'est donc produire plus de descendance qu'un autre. Et là, ça tilt. Les deux stratégies qu'on vient de voir sont clairement en opposition. Apparaît alors une notion extrêmement importante en biologie évolutive, c'est la notion de compromis. Et ce sont les conditions de l'environnement qui vont régler la balance du compromis. Autrement dit, si on imagine un environnement sans prédateurs, l'intérêt du camouflage devient beaucoup moindre et la balance du compromis devrait se déplacer du côté de la sélection sexuelle. Des stratégies pour laisser plus de descendants qu'un autre, il en existe des tonnes. Et toutes ces stratégies, elles rentrent toutes en compromis les unes avec les autres. On pourrait aussi parler de la stratégie de la compétition qui rentre en compromis avec la coopération. Et la compétition et la coopération rentrent en compromis avec la sélection sexuelle et avec le camouflage et ainsi de suite. Les espèces actuelles sont le fruit d'un compromis géant. Donc voilà à quoi ressemble la sélection naturelle pour Darwin. C'est un des mécanismes fondamentaux de l'évolution. La question qui vient maintenant, c'est ok, mais comment est-ce que la nature fait pour obtenir de nouvelles espèces? Il suffit qu'une population d'une espèce 1 se retrouve d'une manière ou d'une autre séparée en deux populations. Chacune d'entre elles va accumuler des variations de manière indépendante. Cette accumulation de variations, elle génère des différences, et à un moment donné, cette différence devient suffisamment grande pour que deux individus de chaque population ne puissent plus produire une descendance fertile. On vient de créer deux nouvelles espèces. Depuis le temps, la théorie de l'évolution selon Darwin, elle a bien changé, elle a été modifiée, elle a été améliorée et renforcée par d'autres sciences, telles que la génétique, la phylogénétique, la paléontologie, l'anatomie comparée, l'écologie, l'éthologie, la physiologie et j'en passe, pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie évolutive. Mais attention, comme toute science, la biologie évolutive n'est pas finie. On en apprend tous les jours. Pour conclure, on peut revenir sur les idées fausses du début. On voit bien que la linéarité de l'évolution, elle n'existe que dans la profondeur du temps. Le seul lien qui existe entre les espèces actuelles, c'est un lien de parenté. Elles ont un ancêtre commun. Mais les espèces 2 et 3 ne descendent pas du tout l'une de l'autre. On a bien compris qu'il n'existe pas de point final à l'évolution, sauf
si la vie disparaît. Mais le vivant est tout le temps en train de se modifier, ainsi que l'environnement. En plus de ça, l'évolution, elle se fait au hasard des variations et au hasard de ce que l'environnement est à un moment donné, ce qui fait sauter toute notion de but. Enfin, il n'y a pas d'amélioration dans l'évolution. Ce qui peut apparaître comme un caractère avantageux à un moment donné peut se retrouver totalement désastreux dans un autre environnement. On n'empile pas des améliorations, on empile des modifications. Et empiler des modifications, ça ne signifie pas additionner des variations. On peut aussi en soustraire. Ce qui veut dire que plus complexe ne signifie pas plus évolué. Si je prends l'espèce humaine et une espèce de bactérie, on pourrait dire que l'espèce humaine est plus complexe que l'espèce de bactérie, mais en aucun cas on pourrait dire que l'espèce humaine est plus évoluée que l'espèce de bactérie. Les deux espèces sont le fruit d'autant de milliards d'années d'évolution. Et c'est là que ça devient totalement scandaleux pour la société, car ça remet en cause une vision historique et culturelle anthropocentrique de la place de l'homme dans le règne du vivant. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis, à la prochaine.